Bonsoir, bienvenue. Donc cette rencontre avec donc, Stéphane Delorme et Nicolas Azalbert, donc les Cahiers du cinéma, je répète, dans le cadre de ce partenariat avec les Cahiers autour de cette programmation qu'on a intitulée Qu'est-ce que le cinéma, avec cette idée de partir, de revenir plutôt, on va dire, à Bazin pour notre part, notre côté. Donc l'idée de montrer des films, pas tous, mais des films sur lesquels il a écrit, développé ses théories. Donc on retrouve dans l'ouvrage Qu'est-ce que le cinéma et donc cette envie, et merci d'avoir accepté aussi du coup de travailler avec nous, de répondre à cette question sous forme de carte blanche. L'idée étant de demander au cahier aussi aujourd'hui qu'est-ce que le cinéma, ou est-ce qu'il y a encore du Bazin dans le cinéma, et voilà, de répondre à leur manière en programmant, et une réponse qui est sur les écrans, sur notre écran depuis mardi, et puis une réponse qui est aussi, bon, vous l'avez déjà vu, par une autre question qui est pourquoi le cinéma, et avec des réponses à l'intérieur. Euh, Merci déjà à tous les deux d'avoir pris le temps de travailler aussi sur cette idée, de prendre le temps de réfléchir à des films, de les sélectionner, parce que c'est ça aussi, et c'est un travail. Et quand on est pris dans l'actualité, dans l'urgence toujours d'écrire, de sortir, de publier, de prendre ce temps-là, et de prendre aussi le temps de venir jusqu'à nous et de nous accompagner sur cette semaine. Et donc, première question, vous avez le droit aussi de poser des questions, vous n'hésitez pas quand vous voulez. Et moi, je vais commencer une première question qui est peut-être une question qu'on vous pose tout le temps, qui est peut-être une question idiote, mais qu'est-ce que c'est que d'être critique, peut-être dans l'ensemble, et peut-être aussi qu'est-ce que c'est que d'être critique aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui a pu bouger depuis que vous exercez. Bon, d'abord, merci surtout à la Cinémathèque et à Franck de nous avoir invités pour cette carte blanche. L'idée de départ, c'était de faire une semaine Bazin, qu'est-ce que le cinéma, et puis ensuite de greffer les cahiers là-dessus, de dire qu'est-ce que le cinéma aujourd'hui pour les cahiers. Et je crois que c'était une excellente idée, ça nous a beaucoup plu. Et donc on a travaillé sur cette programmation. Et on en a profité pour sortir ce numéro qu'on prévoyait depuis un an à peu près sur qu'est-ce que le cinéma ou pourquoi le cinéma. L'intitulé a beaucoup bougé en salle de rédaction quand on était en comité. On ne savait pas trop comment intituler ce numéro. Finalement, c'est devenu Pourquoi le cinéma. Voilà. Un très beau titre. Mais qui est original, en fait, qui est nouveau, parce que voilà, on voulait un titre nouveau pour nous, et c'est celui-là qui est finalement sorti des conseils de rédaction, quoi. Alors, qu'est-ce qu'être critique aujourd'hui? Bon, enfin, on va répondre de façon à tour de rôle, mais pour ma part, un critique de cinéma, ça a toujours été d'abord un spectateur, euh, mais un spectateur qui écrit. Tout spectateur juge, donc tout spectateur est critique de toute façon, mais la spécificité du critique de cinéma, c'est qu'il écrit. Voilà. Et il écrit pour partager avec d'autres ce qu'il pense. Et ce qu'il a, et il écrit pour essayer de comprendre ce qu'il a pensé pendant le film et ce qu'il pense d'un film. Et il le partage à la fois avec une rédaction, c'est ça qui fait la beauté d'une revue, je pense, d'avoir une équipe, on partage ensemble ce qu'on pense des films, et ensuite il le partage avec les lecteurs. Donc c'est ce double partage, je pense, qui est le plus important. Euh, et donc le critique a besoin de s'exprimer, à la fois pour transmettre, mais aussi pour comprendre. Donc c'est ce que je disais, j'ai commencé par là, pour comprendre, parce que ce qui se passe devant un film est quelque chose de très mystérieux. Et il faut aussi l'écriture pour mettre le doigt sur ce qu'on a pensé, et aussi pour mettre le doigt sur les mots qui nous ont traversés
quand on a vu le film. Donc écrire, pour moi, en tout cas, c'est aussi me remémorer le film, mais me remémorer l'expérience du film et les mots qui me sont venus. Voilà. Donc c'est un exercice d'écriture. Voilà, le critique est un écrivain, en un sens, et c'est le plus délicat, en un sens, puisqu'il faut pouvoir à la fois être juste et vrai avec ce qu'on a ressenti, et en même temps, rhétoriquement, intéresser aussi le lecteur à ce qu'on a à dire. Voilà. Voilà, donc ça, là, je réponds en tant que juste critique et pas rédacteur en chef. Ça, c'est une autre question. Être rédacteur en chef, on pourra en parler plus tard. Oui, je vais à peu près dire la même chose. Je vais juste le formuler un petit peu différemment. Mais il me semble que voilà, un critique, c'est un petit peu ce que Jorge Luis Borges disait d'un traducteur. À savoir qu'un traducteur, c'est aussi un écrivain à part entière qui interprète et réécrit l'œuvre qu'il traduit. Et je pense qu'un critique, c'est quelqu'un qui traduit du cinéma en écrit. Donc ça rejoint vraiment ce que tu disais, Stéphane. Et en essayant effectivement d'être fidèle à ce qu'on a ressenti au moment de la projection devant le film, et en essayant aussi de voir comment le cinéaste, par des moyens proprement cinématographiques, a réussi à faire qu'on ressente quelque chose. Et ça, il me semble que c'est très important, la spécificité des moyens utilisés par un cinéaste, parce qu'il y a beaucoup de films qui ressemblent ou à des œuvres de radio, ou à de la littérature, ou à des jeux vidéo, ou à de la publicité. Et donc, l'idée, c'est de juger un film à partir de ce qu'il a vraiment de cinématographique. Ensuite, il me semble qu'un critique, en dehors du fait même d'écrire, de se confronter à un film, c'est aussi de nouer un dialogue assez privilégié avec des cinéastes, que ce soit à travers l'écriture sur leurs films, mais aussi en les rencontrant, en faisant des entretiens. Et par exemple, il me semble que le plus beau compliment qu'on puisse faire à un critique, c'est Jean Renoir qui l'a fait à André Bazin, quand il disait qu'au moment de tourner un film, il pensait à ce que pourrait penser ou à ce que penserait André Bazin en regardant ce plan. C'est un petit peu ce qui nous est arrivé par exemple avec Guillaume Braque, qui est un lecteur assidu des cahiers et qui nous dit que la lecture des cahiers l'aide beaucoup dans son travail d'écriture. Je pense en particulier à ce dossier qu'on avait fait sur le manuel anti-manuel du scénario. Et c'est quelque chose qui avait beaucoup intéressé au moment, lui, d'écrire son propre scénario, ou la relation aussi qu'on a avec Claire Denis, qui est vraiment une très très bonne relation. Elle nous écrit souvent pour dire ce qu'elle pense des numéros. Et même quand on n'apprécie pas vraiment un de ses films, ça a été le cas avec Les Salauds, elle a accepté très gentiment de nous rencontrer, et ça a été publié dans la revue. On a fait un entretien avec elle, et on lui a dit qu'est-ce qui nous gênait. Elle a répondu à ça, ce qui est une démarche assez généreuse de sa part, puisqu'en général, les cinéastes aiment essentiellement ou attendent d'une revue ou d'un critique qu'on dise du bien de son film. Or là, elle était vraiment à l'écoute de ce qu'on avait à dire et intéressée par nos critiques. Voilà. Est-ce que Donc voilà, l'idée c'est aussi d'accompagner, je pense que c'est un terme très important, accompagner les cinéastes, les découvrir, comme ça nous est arrivé avec les frères Safdie ou avec Marana 2, on les a vraiment découverts dès leur tout début, on les a défendus et puis on les accompagne voilà, tout au long de leur carrière. Donc il y a aussi une fidélité à certains cinéastes. Voilà. Est-ce que du coup, parce que ma question, enfin vous avez déjà répondu en partie, mais pour mettre des mots dessus, c'est aussi aujourd'hui la critique. Tu disais que c'est tout spectateur et critique, mais aujourd'hui avec Internet, par exemple, tout critique ou tout spectateur peut s'exprimer en dehors d'une revue. Et
comment on se positionne par rapport à ça? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a, je pense pas spécialement un phénomène de concurrence parce que c'est peut-être pas tout à fait le même travail c'est pas du tout le même travail qui est fait, mais mais du coup, c'est comme si, comment dire, c'est comme si on était un petit peu, on se noyait un petit peu dans une mer, dans une marée, dans un océan d'avis. Et, euh, et donc, nous, quand on est spectateur, lecteur, il y a, il y a des rochers, il y a des îlots comme, voilà, comme les Caillés, un phare où on va pouvoir essayer de trouver, euh, d'avoir un repère. Mais comment vous vous situez par rapport à tout ça, ou est-ce que vous finalement vous vous situez pas parce que vous faites votre boulot Voilà. et puis chacun voilà. C'est vrai qu'on se positionne pas, on se situe pas, enfin c'est pas du tout des mots de notre vocabulaire, ça. On fait ce qu'on a à faire, voilà, on fait ce qu'on a envie de faire. Ça peut arriver évidemment qu'on lise des blogs ou des sites, ou, voilà. Mais comme on peut lire aussi d'autres magazines ou avant des fanzines, ça existe moins les fanzines maintenant, mais évidemment, mais on se positionne pas par rapport à ça. On est très nombreux dans la rédaction, on discute. Voilà, il y a une homogénéité et en même temps chacun a sa sensibilité. Donc c'est ça qui fait la richesse de la rédaction et on avance quoi. Franchement, ça n'a rien changé pour nous dans notre travail. Ensuite, c'est vrai que ce contexte a changé clairement. Et donc mais c'est un phénomène français extraordinaire, hein. Tout le monde parle des films, tout le monde écrit sur les films. Enfin, c'est quelque chose qui existe nulle part ailleurs. Donc c'est précieux. Voilà. Et tant mieux. Nous, après, c'est vrai que c'est notre métier, à savoir qu'on voilà, on fait ça, on se consacre à ça. On fait ça toute la journée, c'est revoir des films, réfléchir, écrire. On fait ça depuis peut-être 20 ans pour certains d'entre nous. Donc c'est peut-être pour ça que voilà, des lecteurs continuent à nous lire, à nous faire confiance, parce qu'il y a une continuité. C'est-à-dire qu'on a de la suite dans les idées, quoi. On ne fait pas juste un numéro, puis après on fait autre chose. On fait un numéro, puis un deuxième. Puis voilà, nous, par exemple, la rédaction, là, est là depuis 9 ans. On a fait plus de 90 numéros. Et il y a une pensée qui avance, j'espère, hein, enfin en tout cas, oui, qui avance quand même, et qui parle voilà, à des lecteurs, parce que je crois qu'aujourd'hui, dans un moment où tout est fragmenté, tout va très vite, tout est interrompu en permanence, bah, c'est bon d'avoir une continuité avec une rédaction voilà, qui travaille et qui dit ce qu'elle a à dire. Donc je pense que la confiance, elle repose là-dessus. Quand on parle des blogs, des sites, etc., finalement, il y a peu d'endroits qui se sont vraiment constitués et qui ont duré, avec une équipe qui discute des films, etc. Internet a beaucoup satellisé les gens, avec des gens qui travaillent à distance, qui ne sont pas dans les mêmes bureaux, nous, dans les mêmes bureaux quand même. C'est quelque chose d'important d'être dans un espace, de se retrouver, pas seulement à la rédaction, mais aussi avec les maquettistes, l'iconographe, enfin, le correcteur. C'est un travail commun. Enfin, il y a beaucoup de monde impliqué quand même. Donc c'est ça qui fait, je pense, une proposition, un numéro, puis un autre numéro. Et à chaque fois, il faut recommencer. Tous les mois, voilà, on recommence. Ce qui est pas facile, parce que faire un mensuel, ça, évidemment, ça suppose une forme de mécanique, puisque bah, voilà, tous les mois, au même moment, le bouclage arrive et puis il faut sortir. C'est violent, hein, réellement. Là, dans mercredi, on recommence un nouveau bouclage. Ce numéro, il est déjà loin pour nous. Ça va très très vite. Mais tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas une machine, justement. Et que, pour le coup, moi, mon boulot de rédacteur en chef, c'est de faire en sorte que les décisions ne soient pas que des décisions, que les décisions soient des gestes en permanence. C'est-à-dire que normalement, chaque page, même chaque choix de photo, chaque article doit être porté par un geste, c'est-à-dire une pensée, un vrai choix. Pas juste une décision, parce qu'au dernier moment, bah voilà, on a le choix contre deux photos, et ben on met celle-là, bon, parce qu'il faut bien en mettre une. Non, si les deux photos ne plaisent pas, et ben on en commande une troisième, on en cherche une autre, avec l'iconographe. Voilà, c'est tout ce travail-là, hein, qui est un gros travail, et qui repose sur l'idée que
le maximum de choses dans le numéro doit être choisi, donc doit être le lieu d'un geste. Ça, c'est essentiel. Et c'est la même chose pour un film. De toute façon, un grand film, c'est un film où il y a énormément de gestes, où il y a le maximum de gestes possible. Voilà, on pense le numéro un peu comme un film, voilà, un petit court-métrage qu'on fait sur un mois, voilà, avec sa composition. Et voilà, et on le propose au lecteur. Voilà. C'est ça, je pense, le travail de la revue. Et toi, du coup, c'est de garder la ligne, quelque part, non? C'est ça, de ton position de Garder rédac la chef, ligne, c'est quoi? C'est j'aime d'être la pas trop locomotive, de garder... Enfin, oui, oui, la locomotive, ça c'est sûr, parce qu'il faut en permanence voilà, redonner l'énergie. Ensuite, l'idée de ligne, c'est vrai que j'ai jamais été à l'aise avec l'idée de ligne, qui est trop linéaire pour le coup pour moi. Mais et je pense que pendant toutes ces années, il y a eu des avancées. C'est comme une aventure en fait. On ne sait pas trop ce qu'on va faire. Voilà, dans 2-3 mois, ça se trouve, on sera sur un autre sujet. Et en même temps, ce sujet, pourquoi le cinéma ouvre vraiment des portes et ouvre d'autres numéros possibles qu'on est en train de réfléchir. Donc là, il y a comme un recommencement avec ce numéro. Pourquoi le cinéma il est important pour nous. C'est un numéro qui nous permet de repartir. J'espère que les lecteurs vont le comprendre. Mais oui, il y a une ligne dans le sens où quand même, il y a une rédaction qui travaille en commun et qui a une idée quand même commune du cinéma. Voilà. Et une idée qu'on défend, ça c'est sûr. Et une idée qui n'est pas partagée par tous. Voilà. Ça c'est clair. Donc il y a une ligne, il y a une politique. Qui n'est pas partagée par tous au sein de la rédaction? Non. Je veux dire, l'idée des cahiers du cinéma, voilà, défendre une idée du cinéma qui n'est pas la même que d'autres magazines. Oui, d'accord. Voilà. Non, je pensais donc que il y a tu une disais ligne dans cahier, c'est sûr. Ouais. Ensuite, c'est vrai qu'entre nous, on ne parle pas de ligne, on n'emploie pas ce mot parce que ça nous semble réducteur. Mais en même temps, tu as raison. Enfin, il y a forcément, il y a une idée, disons. Parce que pour vous, c'est naturel, parce que finalement, vous vous retrouvez autour de cette idée. Donc, il n'y a pas besoin de dire on a une ligne ou on définit une ligne, parce qu'en fait, elle est induite quelque part parce que vous vous retrouvez de par vos affinités. On va dire au moins fondamentale, puisqu'il peut y avoir aussi il peut y avoir des positions un petit peu différentes. Du coup, j'y vais parce que c'était le sens d'une autre de mes questions. Et en fait, je rebondis parce que tu commences à y répondre en disant que pour vous, c'était un numéro important pour repartir. Et effectivement, dans ton texte, dans ce numéro, il y a quelque chose qui est, je trouve, qui est assez clair et du coup assez frappant. C'est que, et on a commencé la discussion là-dessus, tu parles de film, tu parles pas tu dis bien que tu parles pas de cinéaste ou de cinéma, tu parles du film, vraiment d'un objet. Et là, il y a quelque chose qui est vraiment basinien, côté de Bazin, alors que les cahiers du cinéma, en règle générale, on parle aujourd'hui, on les réduit finalement à Truffaut et à la politique des auteurs. On est toujours les cahiers, la politique des auteurs. Et toi, c'est très clairement Bazin. Donc, et par exemple, c'est très bien, et Nicolas, je veux dire quelque part, si on parle des cahiers aujourd'hui, on a Bazin et on a Truffaut réunis sur cette scène. Est-ce qu'on peut parler de ça, justement, de cet héritage? Parce que c'est les héritages, c'est important. Donc, si on ne parle pas de ligne, il y a quand même une lignée. Donc, comment on fait avec ça et comment on fait ensemble? Voilà. C'est peut-être une vaste question, mais... Donc je vais défendre Truffaut contre Bazin. Mais il faut dire que c'est grâce à Truffaut, enfin c'est Truffaut qui m'a vraiment fait découvrir le cinéma avec ce film magnifique qui s'appelle La Chambre verte. Et dans La Chambre verte, je ne sais pas si vous avez vu le film, mais c'est vraiment un hôtel dédié aux morts et aux gens, aux artistes que Truffaut aime.
Et très rapidement, je suis venu au cinéma en lisant une biographie sur Truffaut. Forcément, ensuite, j'ai rencontré Bazin, Les Cahiers. Mais c'est effectivement c'est Truffaut qui est à la base, même si après, comme cinéaste, je peux avoir beaucoup de réserves sur d'autres films. Mais sa conception de la cinéphilie, avant tout, et du geste critique chez lui, il y a un côté fidélité, aux auteurs, aux cinéastes qu'on a un jour défendus. Et ces cinéastes-là, même s'ils peuvent décevoir, évidemment, parce que la carrière de tous les cinéastes se sont émaillés de grands films, de moins bons films. Et je pense que même quand ils sont un peu au creux de la vague, il faut savoir rester fidèle à ce qui un jour nous a vraiment plu chez eux et qui est encore là, même si peut-être pas avec tout le rayonnement qu'il y a pu avoir dans leurs meilleurs films, mais qui existe toujours là, puisque un film, c'est avant tout un point de vue, le point de vue du cinéaste sur le monde. Donc, si un jour on a été d'accord avec ce point de vue-là, il n'y a pas de raison pour qu'on ne le soit plus. Ah, donc toi, ça veut dire c'est rupture interdite. C'est pas Non, on peut c'est dire, par exemple, si évidemment, il y a des cinéastes je crois qu'ils peuvent s'écrouler. comme Wenders, par exemple, qui est vraiment pour moi quelqu'un d'important, que je pense qui a été d'ailleurs un auteur cahier, jusqu'aux ailes du désir. Et ensuite, chaque film est un effondrement, et ça fait énorme, ça fait très très mal de voir chaque film de Wenders, parce que voilà, c'est un cinéaste qu'on a tellement aimé. Voir où il en est aujourd'hui, il est méconnaissable. Donc rupture interdite, non, mais parce qu'il y aura toujours, même, voilà, on peut dire que les derniers films de Wenders sont complètement ratés. Mais il faut toujours rappeler que c'est quand même grâce à lui qu'on a pu avoir au fil du temps ou à lisant les villes. Alors, on a eu cette discussion avec Nicolas il y a, je sais pas, il y a 2 semaines, je crois, au sujet d'un film d'Osang. Autant dire les choses. Non, parce que cette discussion, on l'a eu réellement à la rédaction ensemble. 9 doigts, c'est 9 doigts, le c'est dernier 9 film doigts, d'Osang, qui, moi, m'a déçu, que j'ai pas beaucoup aimé, et Nicolas a aimé. Et on a eu cette discussion sur la fidélité à un cinéaste, justement. Et bon, de toute façon, Nicolas a aimé le film, il l'a défendu, donc voilà. Mais et on a eu cette discussion. Moi, je disais, moi, j'aime bien les premiers films d'Ossang, mais après, ces 2 derniers, j'ai moins aimé. Et ce qui compte, c'est le film. Voilà. C'est le film, c'est pas le cinéaste. Donc, c'est pas l'auteur. Donc, moi, clairement, je suis pas dans une politique des auteurs. Parce que ce qui m'importe, c'est le face-à-face avec le film, en fait. C'est le film. Voilà. C'est le film et l'expérience du film dans une salle du cinéma ou chez soi. Hein. Je ne suis pas dans le culte de la salle, même si c'est idéal, la salle. Mais malgré tout, cette concentration qu'exige un film, on peut l'avoir aussi chez soi. Et ce qui m'importe, moi, c'est comment on s'agence à un film, comment notre pensée s'agence à un film, et comment... Par exemple, il y a une chose très importante, c'est que je ne supporte pas de rater le début d'un film. C'est impossible pour moi. Impossible. Alors qu'il y a souvent des critiques qui arrivent en retard aux projections de presse, par exemple, ou alors même en tant que spectateur, on peut rater les premières minutes. Pour moi, c'est impossible. Je peux, ça me traumatise vraiment. C'est-à-dire que pendant 20 minutes, je n'arrive pas à m'en remettre d'avoir raté le début, quoi. Parce qu'il faut que je sois accroché au film dès le début. Je me branche sur le film, c'est vraiment un branchement. Et ensuite, le film m'emmène et je suis accroché au film, et ma pensée accompagne la pensée du film, et voilà, il se crée quelque chose entre le film et moi pendant le temps de la projection. C'est ça qui m'importe. Voilà, j'ai compris ça avec le temps, que c'est vraiment ça qui m'importe. Donc c'est pas le cinéaste, c'est pas l'auteur. Mais ce qui fait que, par exemple, j'ai pu défendre des films de cinéastes que j'aimais pas avant. Par exemple, Mélancolia de Lars von Trier, que j'ai adoré quand je l'ai vu à Cannes, parce que j'ai trouvé ça incroyable. Voilà. Ça m'a beaucoup surpris moi-même, parce que j'aimais pas Antéchrist, j'aimais pas ces films d'avant. Enfin, j'aimais bien au début Lars von Trier, après pendant plusieurs années, j'ai pas aimé ce qu'il faisait. Et puis tout d'un coup, Mélancolia m'a cueilli littéralement. D'autres rédacteurs étaient hostiles au film, un peu sur un mode aussi politique des auteurs, que je respecte aussi, hein. Parce que la politique des auteurs, c'est aussi
accepter ou non le point de vue d'un cinéaste. Tu as tout à fait raison dans ce que tu dis. Donc on peut estimer que Lars von Trier, il a toujours le même regard sur les personnages, et c'est vrai, en un sens. Il a toujours cette ironie ou cette méchanceté qu'on peut ne pas aimer, par exemple. Mais malgré tout, pour moi, dans ce film Mélancolia, cette noirceur, la noirceur de la mélancolie l'emportait là-dessus, l'emportait sur cette misanthropie, et moi m'emmenait. Voilà. Et donc, je suis sorti de la projection en disant, voilà, film extraordinaire. Ça. D'autres rédacteurs n'aimaient pas du tout. Il y a eu le même débat sur Terrence Malick, par exemple, où il y a eu beaucoup de revirements de la rédaction sur Malick. Ça a été sur Tree of Life, après sur les suivants. On a beaucoup discuté de ça parce que on n'était pas tout à fait d'accord. Donc moi, je peux... c'est pour ça que j'aime bien l'idée d'une table rase quand je rentre dans une salle. Même si c'est un cinéaste que je déteste, je suis prêt à adorer son film, il n'y a aucun problème. Je ne sais pas où il va m'emmener, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment politique du film, effectivement. Et ça, là-dessus, je suis proche de Bazin, qui effectivement était était attentif au film et jugeait de manière rigoureuse le film et ce qu'il avait vécu pendant le film. Le dialogue avec le film. Le dialogue avec le film, c'est ça. Et du coup, quand tu parles de rédaction et qu'on n'est pas forcément d'accord en la rédaction, du coup, comment ça se passe de qui, quelle voix on va prendre, qui va écrire, comment tu... C'est toi qui décides, selon... Oui, c'est moi qui décide, mais c'est au cas par cas, vraiment. Enfin, il n'y a pas de règle. C'est pour ça on discute. C'est-à-dire qu'on discute, c'est qui va l'emporter. C'est que par exemple, je sais pas, Nicolas a aimé un film, moi j'ai détesté, et toi tu l'as vu, et du coup tu vas pencher. Ouais, il faut qu'on argumente, et oui, c'est celui qui va. Oui, mais vous n'êtes pas que deux, il y en a d'autres aussi. Oui, non, mais je dis ça parce que là on est à chaque fois, en gros, il y a quand même, voilà. Ça peut arriver que seulement 2 personnes aient vu le film, mais souvent c'est plus. Ouais. On discute, et donc il y a aussi la balance. S'il y a une seule personne qui a aimé un film, c'est vrai qu'elle a peu de chances de l'emporter. La règle qui a longuement été celle des cahiers, c'était de faire écrire la personne qui aimait le plus un film. Moi, je ne suis pas du tout cette règle. Parce que si on suit cette règle, vu qu'on est plus de 10 à la rédaction, on peut être sûr que plus ou moins tous les films vont être défendus. Enfin, j'exagère, mais quand même, il va y avoir une tolérance plus grande. Et c'est ce qui se passe dans toute la presse, en fait. C'est un problème aujourd'hui, c'est que voilà, on connaît quand même les journalistes dans les magazines, dans les quotidiens, etc. Et on voit bien que celui qui écrit, c'est toujours celui qui aime. Voilà. Alors même que, par exemple, la rédaction peut être hostile au film. Mais celui qui préfère aime. Celui qui préfère écrit. Alors, on peut dire comme ça que c'est plus généreux. Très bien. Mais dans les faits, c'est aussi que on est dans un monde extrêmement consensuel. Et c'est toujours mieux de dire du bien d'un film parce que ça fait plaisir à tout le monde. Voilà, c'est la réalité. Et nous, évidemment, on n'a pas cette politique, mais résultat, on se fait beaucoup d'ennemis parce que, oui, on dit ce que pense majoritairement la rédaction, on va dire. Voilà. La plupart du temps, on est quand même d'accord parce qu'on est une rédaction homogène, hein, mais on ne se pose pas la question de l'extérieur. C'est vraiment de l'intérieur, en quoi... quels sont les arguments aussi qui font qu'on va défendre un film? Par exemple, sur le Haut-Sang, oui, c'est aussi au nom d'une audace. Voilà, le film peut, à mon sens, être raté, mais c'est pas grave. Il y a aussi cette audace, donc cette audace, on la défend toujours dans les cahiers, ou cette fidélité dont tu parles, c'est des idées qu'on défend, mais... donc même moi, si j'aime pas le film, je suis prêt à accueillir évidemment un texte positif sur le film. Ça dépend aussi de l'idée qui est derrière la défense du film, quoi, c'est ça. Oui, ça faut toujours argumenter. Pardon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous fais passer le micro. Ne soyez pas intimidés. Ils sont gentils.
Je voulais savoir, parce qu'avant, il y a eu aussi un cycle Qu'est-ce que le cinéma, je crois, à la Cinémathèque. Mais il n'y en avait pas un aussi avant qui s'appelait Qu'est-ce que le cinéma, non? Quand vous avez passé La Porte du Paradis, le... Ah, Histoire de cinéma, d'accord. Oui, d'accord, excusez-moi, du coup, je sais pas. Ah oui, non, du coup, c'était pour savoir si ça avait un rapport entre les deux cycles. Ah oui, d'accord, ouais, du coup. Non, là-dessus, c'est Histoire de cinéma. En fait, c'est un festival et l'idée, c'est de donner la parole à des gens de cinéma, mais pas forcément de cinéma. Par exemple, il y avait Yannick Enel. L'idée, c'était de demander de parler de cinéma, de nous parler de cinéma, de nous raconter une histoire. Donc, on est plus dans quelque chose de l'ordre de l'intime et une sorte oui, enfin, de récit, récit comme ça. Là, l'idée avec Stéphane, avec Nicolas, quand on en avait parlé autour de qu'est-ce que le cinéma, c'était en fait, c'était de prendre le temps de se poser, de se poser justement, se poser la question, mais se poser tout court. Pour moi, l'idée, c'était c'est que pour moi, la critique, c'est hyper important. C'est quelque chose qui m'a forgé. Ça, voilà, ça forge un esprit, ça forge un regard. Et puis après, avec l'âge et l'expérience, on arrive à penser tout seul, par soi-même. Mais quand j'avais 16, 17 ans, que j'ai découvert le cinéma, que j'ai commencé à m'y intéresser, j'avais besoin de la critique pour je sais pas, pour comprendre, être en désaccord ou être en accord, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passait. Et que le cinéma, là je parle pour moi, hein, mais que le cinéma, c'est pas simplement le temps de la projection. Moi, je dis toujours un film existe parce il est écrit, il est produit, il est tourné, il est distribué, et ensuite parce qu'on en parle et qu'on en parle enfin, la critique, dans les revues, mais qu'on en parle aussi entre amis. Et c'est aussi ce qui fait exister un film. Et ce temps de parole, c'est un temps qu'on ne prend pas forcément suffisamment. Et je trouve que enfin voilà, moi j'avais cette idée un petit peu folle d'essayer de revenir au texte et de proposer des programmations en s'appuyant en fait sur des textes qui me paraissent importants, qui me paraissent fondamentaux. Bazin, par exemple, c'est un incontournable, voilà. Et donc c'est pas simplement montrer les films sur lesquels Bazin a écrit, parce que c'est bon, c'est très bien, mais je trouve que du coup, comme Bazin était aussi cofondateur des Cahiers du cinéma et que c'est une revue que j'aime beaucoup, alors, du coup, en parler avec eux, leur laisser l'écran libre pour que on se pose la question ensemble de qu'est-ce que le cinéma aujourd'hui, à partir de Bazin et au-delà de Bazin, j'ai envie de dire. Voilà, ça c'est une idée. Ouais, c'est une idée de programmation, c'est un petit peu différent de l'histoire de cinéma, même si c'est pas si éloigné que ça non plus, hein, mais voilà, c'est un peu une autre approche. Bonsoir, et puis bravo pour votre travail, hein. Moi, j'avais une question assez terre à terre sur votre méthode. En fait, si vous aviez des préférences, si vous aviez des moments de la journée où vous allez voir les films, si c'est plutôt en salle, à la maison, si vous preniez des notes, si vous écriviez immédiatement après, ou si vous laissiez un peu infuser. Enfin voilà, enfin, moi je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Et si vous pouviez expliquer un peu comment ça se passe au jour le jour, qu'est-ce qu'un critique, mais plutôt sur ces aspects-là, moi ça m'intéresserait. Et juste, deuxième question, tant que j'ai la parole, en deuxième temps, c'est on vous voit très peu dans les autres médias, vous vous exprimez très peu ni à la radio, ni à la télé, voilà. Et je pense, enfin, peut-être que vous allez confirmer, mais j'ai l'impression que c'est un peu volontaire de garder vos contributions, ou peut-être que vous n'avez pas le temps non plus, mais pour la revue. Et voilà, c'est pour savoir si vous pouviez confirmer aussi. Merci. Oui, la pratique. Mais c'est vrai que par exemple, on prend jamais de notes. Ça, c'est quelque chose. Enfin, moi, toi non plus. Non. Donc, ça, c'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure en disant un critique, c'est d'abord un spectateur. On reste spectateur. Enfin, pour moi, c'est une règle. Ça, on est comme n'importe quel spectateur. Voilà.
il y avait ce livre magnifique de Jean-Louis Schaeffer qui s'appelait L'homme ordinaire du cinéma, un livre qui était sorti au début des années 80, qui était très important, et qui expliquait voilà, que lui ne voulait pas être un théoricien ou un critique, mais qu'il restait un homme ordinaire du cinéma, donc un spectateur comme les autres. Ça j'y tiens absolument. Donc pas de notes. On voit concrètement, on voit les films en projection de presse. Il y a toujours beaucoup de projections de presse. Ça peut arriver qu'on voit des films. Avant c'était en DVD, maintenant c'est des liens qu'on peut nous envoyer si il y a eu très peu de projections de presse, qu'on a raté. Voilà, ça peut arriver, mais on est quand même vraiment en grande majorité. Enfin, c'est vraiment toujours des projections en salle. On voit vraiment les films en salle. Voilà. Pour le travail. Après, moi, c'est vrai que juste pour moi, j'ai l'habitude, en gros, tous les soirs, de voir un film, voilà, juste chez moi, quoi. Voilà, c'est une espèce d'habitude qui fait que j'en ai besoin, en fait. Voilà. Et c'est pour ça aussi que je dénigre pas du tout le fait de voir des films chez soi. J'ai pas le culte de la salle, même si je préfère, mais malgré tout, je trouve que on peut retrouver cette même concentration chez soi. Et j'ai aussi des très beaux souvenirs de cinéma, de films vus le soir ou l'après-midi. Voilà, ça peut arriver aussi. Je pense que la mémoire du cinéma aussi peut passer par l'usage domestique des films. Voilà, ça, j'ai pas de là-dessus, je suis pas du tout sectaire, quoi. Voilà. Oui, alors personnellement, effectivement, moi non plus, je prends pas de notes. J'avais jamais réfléchi, mais effectivement, oui, enfin, ça doit venir de cette idée que, enfin, on n'est pas en train de faire des devoirs, on n'est pas avec la petite lampe pendant le film en train de prendre des notes, puisque c'est pas des, comment dire. C'est pas des petits détails qui vont faire ensuite écrire sur le film. C'est plutôt vraiment la perception, ce que le film laisse en nous, qu'ensuite on va faire ressortir. Donc les petits détails, telle phrase de dialogue exacte ou tel plan ou tel focal utilisé dans telle scène, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. C'est des outils dont je vais pas me servir au moment de l'écriture. Effectivement, les films sont plutôt vus en projection de presse. Les heures, en gros, c'est 10h du matin, 13h, 18h. Donc, ça dépend un petit peu des films. À commencer par un mauvais film à 10h du matin, ça ne met pas de très bonne humeur. Hein. Et par contre, si le film est très bien, alors là, par contre, on se sent gonflé pour toute la journée, et c'est gage d'une bonne journée à venir, ça c'est sûr. C'est vrai que les projections le matin, c'est vraiment quelque chose de spécifique à la presse, notamment par exemple à Cannes. Les projections, pour nous, sont à 8h30 le matin, ce qui est vraiment hardcore. C'est très difficile. Mais voilà. Sinon, voir un film le matin m'a toujours semblé contre nature, quoi. J'avoue. Ouais. Et pour oui, la concentration. C'est vrai que je parlais de concentration pour le film, mais c'est vrai aussi qu'on se concentre sur la revue beaucoup. Oui, on se concentre sur la revue. C'est un travail énorme. Et donc, en tout cas, moi, je parle pour moi. C'est différent. En fait, on est deux à être salariés à plein temps des cahiers. Jean-Philippe, que vous avez vu ces derniers jours, et moi. Les autres rédacteurs travaillent à la fois chez eux, au cahier, mais ils sont salariés pigistes, c'est-à-dire qu'ils sont payés à la pige, à l'article. Voilà. Donc les rédacteurs salariés pigistes font d'autres choses. Voilà, ils peuvent intervenir dans des médias, ils peuvent programmer dans des festivals, comme tu fais, donner des cours. Voilà. Jean-Philippe et moi, on est vraiment sur la revue uniquement. Voilà. Donc on se concentre. Après, parfois, si on est invité, on peut y aller. Mais moi, ce qui est un peu dérangeant, c'est aussi la fragmentation. C'est-à-dire qu'aller à France Culture, France Inter pour parler 3 minutes, moi, je le fais plus. C'est pas intéressant. Ça demande du temps et en fait, c'est frustrant. Moi, j'aime bien développer des idées. Comme là, on parle 1h30. Voilà, ça a du sens, quoi. Sinon, si c'est juste remplir des cases ou jouer le rôle du critique un peu méchant, c'est pas drôle, quoi. Voilà. Oui. J'ai une très petite question, très facile. La première, c'est, on parlait de... vous allez au cinéma, juste pour curiosité. C'est moi. Ah pardon, je voulais...
Pour vous, c'est la position au cinéma, c'est laquelle la favori? Voilà, ça c'est la première question. Deuxième question, j'ai vu que la critique vous est le plus dure. Est-ce que ça c'est nécessaire pour être rédacteur en chef, être le plus dur? Par exemple, je sais pas, il y a un film, La forme de l'eau, vous avez donné une étoile, pendant qu'il y a des collègues qui ont donné 4. Ça c'est la deuxième question, il faut être très, très dur. Et la troisième question, aujourd'hui c'est les prix César. Donc il y a toujours un peu de différence parfois entre la critique et les prix. Et s'il y a des différences, est-ce que vous avez une explication en critique peut-être très mauvaise et après les films il a beaucoup de prix? Est-ce que vous avez une explication par rapport à ça? Merci. La position dans la salle de cinéma, c'est ça que vous demandez? D'accord. Non, Les mais c'est vrai qu'il y a premiers toute une à gauche, mythologie à droite, des centré. cahiers des années 50, ils adoraient toujours se mettre au premier rang. Voilà. Moi, c'est pas mon cas. Je sais pas où je me mets. Ça dépend. Voilà. Non, j'ai pas de, j'ai pas de préférence dans la salle. Ici, le premier rang, il est très dur. Dans notre salle, le premier rang, il est extrêmement dur. Magnifique là. Oui, quant à moi, j'ai débuté quand j'étais beaucoup plus jeune et que j'étais à Toulouse, à la Cinémathèque de Toulouse, mais à l'autre, à l'ancienne Cinémathèque à rue Reuchlaine. Effectivement, j'étais au tout premier rang, au milieu, et aujourd'hui, je serais plutôt au fond, sur le côté. Je vous laisse libre de toute interprétation de ce changement géographique. Ensuite, pour les étoiles du Conseil des 10, donc c'est la page finale des cahiers. C'est vrai qu'il y a, voilà, les 10 critiques donnent leurs notes, on va dire, sur les films en cours. En fait, il y a 5 critiques des cahiers du cinéma et 5 critiques d'autres médias. Donc, par exemple, là, sur La forme de l'eau, vous citez un critique d'un autre média qui a mis 4 étoiles. Moi, je mets 1 étoile, ce qui est très bien pour moi. Non, je ne suis pas particulièrement sévère, mais je crois que quand Nicolas était au Conseil des 10, c'était une catastrophe, parce que c'était que des ronds noirs. Non, mais surtout, relisez les cahiers des années 60. C'est hallucinant. Il y avait déjà le Conseil des 10 dans les années 60. Voyez les notes mises par Romer, Rivette, Douchet, etc. C'était que des ronds noirs. Donc on dit que nous, on est sévère, mais c'est vraiment l'époque qui a changé, hein, parce qu'on est des agneaux par rapport aux cahiers des années 60. Et la troisième question, je sais. Les Césars ou les prix, Ça, je. Les prix sont donnés par exemple, les Césars, c'est les professionnels, donc c'est pas la presse. De toute façon, nous-mêmes dans la presse, on est un peu à part aussi. Enfin, on se reconnaît pas forcément dans ce qui est dit sur la plupart des films qui sortent. Aujourd'hui, quand on se balade à Paris, c'est la grande mode pour les affiches des films qui sortent. Les distributeurs aiment mettre une double affiche, en fait, l'affiche, enfin vraiment le visuel, et puis de l'autre côté, toutes les citations de toute la presse unanime. Donc la presse unanime. Bon, évidemment, vous ne verrez jamais les cahiers dans ces citations. Voilà, donc on est quand même en porte-à-faux parce qu'on vit dans une époque où il y a cette idée de la presse unanime. Il faut que la presse soit unanime. Et la presse, souvent, crie au génie toutes les semaines ou tous les mois et semble faire maintenant s'émerveiller. Donc nous, non, on a conscience qu'on est dans une histoire du cinéma, pas l'histoire des cahiers, une histoire du cinéma. Et on relativise les films. On sait d'où on vient, on sait ce qu'il y a eu avant, et on ne va pas s'émerveiller devant tel film qui sort, qui est le pompage de Jean-Pierre Jeunet, comme par exemple Guillermo del Toro, ou jusqu'à Lagarde, qui est le pompage de tout le naturalisme français depuis 25 ans. On ne va pas dire de nouveau « Ah, c'est génial !» Ça, c'est pas possible. Alors, si la presse veut s'amuser à s'émerveiller en permanence, très bien, et puis ça fait vivre la presse, parce que la presse, c'est ça le drame, c'est que la presse est très mal en point, la presse papier, très très mal en point, puisque évidemment, vous savez tous que Prestalis, le distributeur français, a failli déposer le bilan, qui va être aidé par l'État, il va être aidé par les éditeurs, par nous. On va nous prendre de l'argent pour payer Prestalis qui a failli déposer le bilan. Donc la presse est en train de prendre l'eau
parce que évidemment tout le monde n'a qu'Internet à la bouche. Il faudrait aller lire les critiques sur Internet, sur le web, sur Facebook, n'importe où, etc. Ou sur des gratuits, il faudrait que tout soit gratuit. Donc nous, on se bat pour l'idée d'une critique beaucoup plus construite, mais il faut aussi acheter les cahiers, c'est pas cher, hein, c'est 5,90 €, donc c'est quand même pas la mer à boire pour le coup. Mais cette idée qu'on défend, nous, c'est pas donc seulement l'idée du cinéma ou des cahiers du cinéma, c'est vraiment l'idée de la presse papier, qu'on essaye de défendre dans un contexte où les politiques eux-mêmes nous délaissent complètement. La presse, c'est du passé. Je veux dire, dans 10 ans, c'est fini. On sera dans des librairies, mais il n'y aura plus de kiosques. Je ne veux pas être comme ça, je ne suis pas alarmiste. Je veux dire, les chiffres, tous les ans, c'est la presse perd moins 15, moins 20%. Tous les ans. C'est la chute, voilà. Donc, dans ce contexte-là, c'est évident que les organes de presse ont tout intérêt à défendre le maximum de films et à faire le maximum de partenariats avec des distributeurs, parce que l'argent vient de la pub aussi. Voilà, je le dis franchement comme ça, mais on est dans un contexte où la presse est tellement fragilisée qu'elle a besoin d'alliés. Donc, en réalité, la presse a besoin de lecteurs. Donc ça, c'est la mission. Une mission politique pour l'État serait normalement, à mon avis, de sensibiliser la population et sensibiliser les lecteurs, acheter la presse, pas seulement les cahiers, hein, là je parle vraiment de la presse papier, parce qu'on est tous dans le même bain. À partir du moment où les gens ne vont plus acheter Le Monde, bah, ils ne prennent pas les cahiers en même temps, puisque de toute façon, bah, ils ne vont plus dans les kiosques. Donc nous, les cahiers, bah, on a notre lectorat. Voilà. Mais ça va être de plus en plus difficile, même pour un jeune. Moi quand j'ai commencé à lire les cahiers, avant, j'achetais Première. J'avais 14-15 ans. Et puis tout d'un coup, à côté, il y avait les cahiers. Bah, je me suis dit, tiens, je vais essayer les cahiers. Hop. Puis j'ai bien aimé. Je me suis dit, ah, j'ai confiance. Je ne comprends pas grand-chose, mais en même temps, j'ai confiance. J'ai l'impression qu'ils disent des choses intéressantes. Je vais voir. Puis petit à petit, je me suis abonné, etc. C'est parce que je suis rentré dans un kiosque et que j'ai trouvé les cahiers. Aujourd'hui, s'il n'y a plus de kiosque ou si on est dans des librairies, c'est pas évident qu'un gamin de 15 ans il trouvera les cahiers et puis il s'initiera à la critique et au cinéma d'auteur. Voilà. Donc, ce contexte de la presse, on ne peut pas faire abstraction dans un débat, je pense, sur la critique aujourd'hui sans parler de ce contexte de la presse qui est quand même catastrophique. Voilà, il faut bien le dire. Oui, pour revenir aux affiches avec effectivement les citations extraites d'articles de presse, à l'époque de Serge Danet, Danet avait ces textes dans Libération ou dans les cahiers qui étaient affichés aux vitrines des cinémas. Et aujourd'hui, effectivement, on a ces gens, on a une phrase, un adjectif hallucinant, fantastique, magnifique. Ou voire maintenant, je crois qu'il y a un film où c'était carrément Pierre X en disant mes gamins ont adoré pour un film pour enfants. Donc on voit bien quand même qu'on n'a plus vraiment envie de penser le cinéma et que finalement tout le monde est d'accord pour juste aller au cinéma, consommer du film. Et c'est vrai que le cinéma français est largement défendu dans beaucoup de journaux ou de presse spécialisée, sous prétexte que dire du mal d'un film français, ça reviendrait à nuire à l'industrie, au cinéma français en général. Donc à partir de là, effectivement, on ne peut plus critiquer un seul film. Oui, bonjour. J'ai beaucoup apprécié l'échange que vous avez eu là, maintenant, sur l'auteur, le film et le spectateur, finalement, qui opposent deux visions. Une vision globale de l'œuvre d'un auteur qui revient à chaque fois qu'on voit un film et la rencontre singulière du spectateur avec le film, quoi. Et je m'interrogeais sur ce que vous mettiez en avant, le collectif qu'il y a dans les cahiers du cinéma. Et je me posais comme question, est-ce que l'écriture d'un article, elle ne peut se faire que de façon individuelle? C'est-à-dire, c'est la rencontre, sa propre histoire
qui se rencontre avec le film lui-même. Et donc, c'est cette rencontre qui est exprimée, qui est critiquée dans l'article. Ou alors, est-ce qu'il vous est arrivé de faire des articles collectifs où c'était plus ou moins la synthèse de toutes ces rencontres avec ce même film qui amenait à écrire un article pour critiquer le film. Voilà. Une question intéressante et j'adore les textes écrits à plusieurs. Là, dans le prochain numéro, il y a 2 rédacteurs qui sont en train d'écrire sur un cinéaste. Pour le coup, c'est pas un film, c'est un cinéaste. Mais ça fait un moment qu'on n'a pas fait qu'on n'a pas publié des textes écrits. Bon, là, pour le coup, c'est à 4 mains. Mais on a fait pour le coup, c'est pas non plus d'ailleurs sur un film, hein, mais on a écrit collectivement, notamment l'anti-manuel de scénario. On s'est regroupés, on a beaucoup discuté. On avait ouvert un fichier sur Internet où chacun postait les idées. Voilà, ça a été un travail sur plusieurs semaines. Et puis, au bout du compte, on est arrivé à un texte collectif signé par, je sais pas, 6 ou 7 personnes, anti-manuel de scénario. Voilà. Donc, on aime ce travail collectif. Après, votre question elle est plus précise que ça parce qu'elle est sur un film. Et effectivement, ça fait, on l'a pas fait, ouais. Mais on devrait le faire et coécrire à plusieurs sur un film. C'est vrai. Aux critiques, j'ai pas d'exemple récent. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais moi, je sais que j'avais fait ça avec Jean-Philippe, justement, sur Steak, le film de Quentin Dupieux, il y a très longtemps. Et c'est un super souvenir. On avait écrit tous les deux, chacun écrivait de son côté. Puis en plus, moi, je travaille le jour, lui travaille la nuit. Donc moi, j'écrivais le jour, je lui envoyais, lui commençait la nuit, le lendemain matin, hop, je récupérais son texte. Ça, c'était vraiment un très beau souvenir. Mais c'est vrai que je devrais plus encourager ça dans la rédaction. Bonne idée. Bonsoir, merci d'être ici à Toulouse. Au dernier festival de Cannes, pour la première fois, un film a été présenté, un Sud-Coréen. J'avais beaucoup aimé The Host, son premier film. Pour la première fois, un film a fait la polémique parce que ce film-là n'était pas distribué en salle, mais sur une plateforme. Ce que je veux dire, c'est qu'Internet est en train de révolutionner le cinéma. La question... Beaucoup d'images, beaucoup de films sont produits maintenant et ne sont jamais distribués dans les salles de cinéma. La question est, faut-il parler de toutes ces images, même celles qui ne sont pas distribuées dans les salles de cinéma? Merci. Bah, effectivement, non, mais bonne question. Nous, on a déjà 98 pages là, mensuelles juste sur le cinéma. Si on commence à parler de tout ça, on ne va pas s'en sortir. On est les cahiers du cinéma. Ensuite, on a fait un numéro, par exemple, sur Internet, qui s'appelait la création vidéo sur Internet, parce qu'il y a un moment, on s'est dit, bon, on va faire un point d'étape là-dessus. Donc, on a publié un gros dossier sur Internet. Le numéro a fait un bide. Les cinéphiles n'ont pas du tout apprécié, je pense, et le numéro n'a pas du tout marché. Mais c'était important pour nous de le faire, pour dire que on allait aussi voir les images sur Internet, et qu'il y avait aussi des choses qui nous plaisaient. Il y avait aussi des vidéos qui nous plaisaient, des clips qui nous plaisaient, et que voilà, on voulait en parler. Voilà. Donc on a fait un dossier à un moment. Ensuite, c'est vrai que mois après mois, c'est pas évident de faire rentrer ça dans la revue. Donc depuis peu, il y a une rubrique sur Internet et une rubrique plus régulière aussi sur les séries télé. Mais c'est vrai qu'il y a déjà tellement à faire et que on a un peu du mal à faire rentrer ça dans la revue. Voilà. Oui, mais même si effectivement l'idée, enfin, on essaie quand même d'un minimum d'être ouvert, et ce qui nous intéresse, c'est le cinéma. Donc, qu'il y ait du cinéma, s'il y a du cinéma sur Internet, s'il y a du cinéma dans une série, et ça a été le cas avec la saison 3 de Twin Peaks, on n'hésite pas à le mettre en avant. Mais c'est évident aussi qu'il y a beaucoup de choses qu'on laisse passer à côté parce qu'on ne les voit même pas.
Moi, justement, je voulais revenir sur la conversation de tout à l'heure sur est-ce qu'il faut prendre un film en soi ou le réalisateur dans son intégralité. Et ma question, c'était est-ce que pour comprendre un film, il ne faut pas connaître le réalisateur, notamment avec Hong Sang-soo, qui, enfin, ses films, comme vous l'aviez dit à l'avant-première, ses films, c'est un puzzle et c'est son intégralité qui a de l'importance plus que ses films en soi. Et notamment pour comprendre certains de ses films, il faut avoir cette culture du réalisateur. Et donc, c'était ma question, c'est dans ce sens-là. Est-ce que le film en soi est vraiment important? Oui, je pense qu'effectivement, enfin, je vais continuer pour prêcher pour ma paroisse Saint-Truffaut. Hein. On peut pas faire, quand on voit un film d'un cinéaste qui a déjà une certaine trajectoire derrière lui, on peut pas faire abstraction des films de lui qu'on a déjà vus. Et à partir de là, donc, on va effectivement prononcer un jugement relatif à ces autres films. Donc, c'est un effectivement, quand tu vois un film de Moretti, quand tu vois Mia Madre, en même temps, tu as tous les autres films de Moretti qui te viennent aussi en tête lors de la projection. Donc c'est quand même dur de faire abstraction de... Mais c'est ça l'expérience du film, c'est aussi l'expérience de sa propre pensée. C'est-à-dire que quand moi je vois un film de Moretti, effectivement, j'ai le souvenir des films de Moretti, et tout en voyant le film. Comment dire, la politique du film là, dont je parlais, c'était pas faire abstraction de tout ce que je ne sais pas qui est en dehors du film, et juste je suis le film tel qu'il est. C'est accueillir aussi tout ce qui traverse ma pensée. Donc c'est plus un travail du spectateur qui m'intéresse en un sens. Et tout le savoir hors film, on va pas le mettre à la porte. Par exemple, moi, quand j'étais étudiant, évidemment, c'était encore la mode du structuralisme. On nous expliquait qu'il fallait lire un texte, par exemple, en tant que tel, voilà, sa structure, et mettre de côté tout ce qui était en dehors de ce texte. Ou alors un film, il fallait le voir en tant que tel, et puis mettre de côté tout ce qu'on savait en dehors, par exemple, des acteurs, du cinéaste, du tournage, etc. Et ça, je trouve ça absurde d'amputer une partie de son savoir. On est total. Enfin, je veux dire, quand on voit un film, il nous prend entièrement. Et même ce qu'on connaît hors film, par exemple, moi, c'est quelque chose qui me touche énormément dans le cinéma, dont on parle jamais. Mais là, Nicolas Elliott en parle dans le numéro, quand il parle du dernier film de Guédiguian. Il parle un petit peu de ça. Mais, par exemple, chez Guédiguian, évidemment, on a la mémoire de ses autres films, de ses relations avec ses acteurs, etc. Et donc ça travaille notre perception du film. Et savoir que, savoir que, par exemple, le dernier plan des Nuits de Cabiria, de Fellini, je crois que vous l'avez programmé il n'y a pas longtemps, non? Les Nuits de Cabiria? Non, peut-être pas. Les Nuits de Cabiria de Fellini, le dernier plan, c'est mythique, puisque c'est presque fondateur du cinéma moderne. C'est un gros plan de Giulietta Massina qui regarde la caméra. Et on dit toujours, c'est un gros plan de Giulietta Massina qui regarde le spectateur. Voilà. C'est un élément fondateur de la modernité, un peu comme le gros plan, le regard caméra, pardon, de Monica, de Bergman. Donc ce regard caméra de Giulietta Massina à la fin des Nuits de Cabiria, il est si beau parce qu'on sait qu'elle regarde Fellini, qui est son mari, en fait. Ça, c'est hors film. C'est pas juste qu'elle regarde le spectateur, c'est qu'elle regarde aussi le cinéaste. Et le cinéaste qui est aussi son mari. Voilà. Et donc, c'est un regard d'amour, si on veut, mais c'est aussi un regard presque de fatigue, parce que le film est fini, on sent que c'est la fin du tournage. On se doute tout d'un coup qu'en fait, c'est vraiment, ils l'ont tourné en dernier. Peut-être que c'est faux d'ailleurs, mais moi je l'ai toujours imaginé comme ça, et ça me plaît comme ça d'ailleurs. Pour moi, c'est la fin du tournage que je vois en fait. Je vois pas la fin du film, je vois la fin du tournage. Donc ça, c'est l'expérience du film dont je parle, c'est ça aussi. C'est aussi accueillir tout cet hors-film en fait. Déjà, moi j'ai bien aimé le numéro sur la création Internet. C'était bien que vous vous intéressiez. Merci. J'avais une question sur la méthode pour écrire. Si je comprends bien, vous regardez le film une fois et puis vous écrivez dessus.
Moi, quand j'ai fait ça, je trouvais que quand on le voit la première fois, on a peut-être un regard un peu vierge et surpris. Des fois, sur un second visionnage, il y a des sentiments qui sont un peu contredits ou d'autres qui sont confirmés. Des fois, on se trouve bien naïf d'avoir trouvé un film formidable alors qu'en fait, c'était bien bête. Et du coup, je sais pas comment vous gérez avec ça. Et puis, c'est peut-être la même question. Euh, des fois, je m'attriste de trouver qu'une sorte de consensus critique se forme autour d'un film. Quand il sort, ça va assez vite. Et puis après, on a du mal à faire entendre aux gens que, en fait, par exemple, Scoop de Woody Allen, c'est bien. Il n'y a pas que Matchpoint qui est bien récemment, voilà, ce genre de truc. Et peut-être qu'il y a des films qui montrent leur pertinence quelques 5 ans après, 10 ans après, je sais pas. Et du coup, le fait de devoir écrire tout de suite, après un visionnage, la plupart du temps, comment vous gérez avec ces questions? Euh, la perception d'un film, elle est forcément très personnelle, et jusque dans les humeurs même de la personne qui voit le film et qui doit écrire ensuite. Et je pense qu'au bout d'un moment, on se connaît suffisamment aussi pour savoir à quel moment son humeur, au moment où il voit le film, et qui est complètement étrangère au film, peut aussi influer. Donc dans ces cas-là, c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à retourner voir le film si je sais que j'ai pas aimé pour des raisons qui sont peut-être étrangères au film. Sinon, en général, effectivement, une projection, une perception, une seule vision est généralement suffisante. Mais à condition, parce que j'ai des problèmes de mémoire, à condition d'écrire assez vite après l'avoir vu, pour que ça reste encore bien frais en mémoire. Sinon, effectivement, là aussi, peut-être revoir le film une deuxième fois. Oui, c'est vrai, un film vu à Cannes et qui sort en novembre, c'est pas évident d'écrire dessus, donc il peut être revu, quoi. Mais dans l'ensemble, moi, je sais que j'aime bien écrire après avoir vu un film une seule fois. Et la deuxième, je trouve quand même que en tout cas pour moi, la deuxième vision modifie très peu la première. Voilà. Bon, c'est un fait. C'est rare quand tout d'un coup à la deuxième vision, je vois autre chose ou je vois, voilà. Donc je me fie à la première vision. Ensuite, la deuxième question, c'est vrai que on écrit très vite et ensuite, c'est comme si le film était classé quand même dans notre tête et même dans les classements de fin d'année. Voilà, il a sa place en un sens. Et celui qui n'est pas, et puis il y a ceux qu'on met de côté. Et c'est vrai qu'on devrait, je trouve que ce serait intéressant, même au bout de 3-4 ans par exemple, et réévaluer certains films ou revenir sur des films pour voir ce qu'il en reste ou voir, voir s'ils n'ont pas été sous-estimés ou surestimés. Mais finalement, c'est vrai que nous, on ne le fait pas, par exemple, parce que la machine avance, on accueille de nouveaux films, et après, on peut voir des films plus anciens. Mais un film qui a 3-4 ans, comme vous dites, là, c'est vrai qu'il reste un peu sur le côté. Et cela dit, est-ce qu'on a fait on a certainement fait des erreurs, hein. Là, j'en ai pas en tête Mais c'est aussi que les films, on les revoit pas forcément au bout de 3-4 ans. C'est vrai, on les revoit plus tard, finalement, les films. C'est vrai que cet exercice d'autocritique, on n'a pas forcément trop le temps de s'y prêter. Et c'est vrai que c'est un geste assez rare, mais celui qu'avait eu Bazin quand il a écrit sur le film de Renoir, sur Journal d'une femme de chambre, où il avait dans un premier temps écrit une critique assez négative, alors qu'il aimait beaucoup Renoir, mais il disait, bon voilà, ce film-là de Renoir est vraiment raté. Et puis il avait revu quelques temps plus tard, il avait écrit un texte en disant, voilà, je me suis trompé, en fait le film est formidable, j'avais pas vu ci, j'avais pas vu ça. De toute façon, on ne prétend pas non plus, édicter une vérité à jamais sur un film, hein. C'est pour ça aussi qu'on revient très régulièrement, voire chaque mois, il y a un côté cinéma retrouvé, un dossier cinéma retrouvé sur un grand auteur classique. Et par contre, là, voilà, ça nous amène à revoir aussi des classiques
Et c'est pas parce que ce sont des classiques finalement que ce sont des chefs-d'œuvre. Des fois, on peut être déçu en revoyant des classiques ou inversement des films qu'on n'avait pas aimés quand qu'on a vu plus jeune, qui redeviennent importants à nos yeux aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est plus facile à faire sur du cinéma entre guillemets classique plutôt que sur des films récents d'actualité. Mais ça, il faut laisser aussi au temps pour que chaque film trouve sa place dans l'histoire du cinéma. C'est vrai que comme ça fait longtemps qu'on est la même équipe, on pourrait faire des points d'étape comme ça pour dire aussi, ce film qu'on a adoré il y a 5 ans, qu'est-ce qu'il en reste, ça peut être intéressant. Bonsoir. Déjà, merci d'être là. C'est super de vous entendre. Et je suis personnellement très impressionné parce que c'est vrai que les rédacteurs des Cahiers du cinéma ont toujours été des sortes de héros pour moi. Non, c'est vrai. J'ai beaucoup travaillé sur Bazin et Danet dans mes années d'étudiant. Et du coup, voilà, ça me touche personnellement de vous avoir ici. Et alors, étant conscient, vous en avez un peu parlé tout à l'heure de cet héritage cahier qui doit être parfois un peu lourd à porter parce que chaque génération a eu quand même une volonté de poser une empreinte. Il y a eu la politique des auteurs dont vous avez parlé, mais il y a eu quand même beaucoup d'autres choses. Il y a eu cette empreinte structuraliste aussi évoquée à demi-mot tout à l'heure dans les années fin 70, début 80. Il y a eu aussi la défense du cinéma américain. Il y a eu comme ça. Les rédactions ont quand même eu des gestes et des politiques dont vous parliez tout à l'heure, des gestes très forts. Et j'ai l'impression que votre génération, les 9 ans que vous avez passés ensemble, vous avez eu plusieurs fois comme ça, des velléités de gestes et de politiques avec plus ou moins de succès. Parfois, je me souviens, la défense de la 3D, c'était un peu raté. Bon, après, voilà, je le dis avec toute l'humilité possible parce que j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour votre travail. Moi, j'ai pas été convaincu non plus par le dossier sur Internet. Mais en revanche, on sent parfois justement que vous cherchez à donner une marque qui puisse justement répondre à cette question que vous posez dans le dernier numéro. Pourquoi le cinéma ? Qu'est-ce que le cinéma aujourd'hui ? Et il me semble que tout à l'heure, vous avez été un peu mal à l'aise avec la question justement du monsieur juste devant moi sur aujourd'hui la série, les images autres que cinématographiques. Vous avez dit, bon, déjà on se concentre sur le cinéma et à la fois, vous mettez quand même en numéro 1 de votre top 10 Twin Peaks, qui malgré tout, même si de façon rhétorique vous dites, Lynch a dit lui-même que c'est un film de X heures, je ne sais plus combien d'heures ça fait, vous êtes bien conscient que ce n'est pas complètement un produit cinématographique. Il y a des séries aujourd'hui et des gestes visuels, même si le terme n'est peut-être pas le bon, il y a des images très fortes qui sont produites et des gestes de cinéma qui sont produits en dehors du cinéma. Et je pense que la question doit du coup animer les débats de la rédaction de façon très virulente. Et par rapport à ça, effectivement, vous dites, bon, on a commencé à parler un peu de séries télé, mais est-ce que c'est si simple que ça ? Et est-ce que la question, elle n'est pas d'une complexité folle pour vous aussi ? Alors, bon, vous y avez un peu répondu tout à l'heure, mais à la fois, est-ce que vous pourriez être un peu plus précis sur l'idée que vous avez sur l'avenir par rapport à ça ? Où va aller la série par rapport, la revue par rapport à ça ? Merci. D'abord, la 3D. Avatar, c'était très réussi. Et je pense qu'on a bien fait de défendre Avatar. Ce qu'a fait Tim Burton aussi était bien. Herzog aussi. Je ne pense pas qu'on soit planté sur la 3D. On était les seuls à accompagner ça. Le texte de Joachim Le Passier sur Herzog était magnifique. Donc je pense vraiment qu'on a été bon, au contraire, sur la 3D. Simplement, derrière, il n'y a rien eu. Voilà, derrière, il n'y a rien eu. Mais on a accompagné les premiers pas. On y était. Donc ces nouvelles images dont on parle là, on y était. Cameron, Burton, Herzog. On y était vraiment. Après, il y a eu Godard aussi, quand même. Hein. C'est pas rien. Hein. Ça fait quand même des films. Et puis derrière, oui, effectivement, il n'y a rien eu parce que l'industrie n'a pas su quoi faire de la 3D. C'est une catastrophe. C'était une belle occasion, mais il y avait aussi la VR qui se profilait, en fait. Donc la 3D, c'était trop tard, parce que la VR arrive. Et ça, la VR, on remarquait aussi qu'on est les seuls, et plusieurs studios de VR nous ont écrit récemment en disant « mais vous êtes les seuls à parler de la VR
et à prendre au sérieux la VR. Donc on est en train de nous inviter à aller voir des films en VR, parce qu'on est les seuls. Donc ces images, non, on est vraiment, enfin, on s'en préoccupe vraiment, quoi. Simplement, ce que je dis, c'est que on peut pas accorder, je veux dire, on peut pas faire 2 fois 98 pages, quoi. Enfin, notre mission, c'est quand même le cinéma, et le cinéma d'aujourd'hui et l'histoire du cinéma. C'est pour ça qu'on a développé le cinéma à retrouver, parce qu'aujourd'hui, parler d'Internet, c'est évidemment parler d'Internet, mais c'est pas seulement les nouvelles images, c'est aussi l'accès que donne Internet à l'histoire du cinéma. Donc quand on fait notre numéro sur les cinéastes noirs américains, un dossier entier, ce que je dis dans l'édito, c'est quoi? Je dis, je sais bien que vous n'allez pas voir ces films, mais allez sur Internet, vous les trouverez, et nous, on les a trouvés sur Internet, et je donne des sites. Donc là, on est vraiment de notre temps. On n'attend pas que la Cinémathèque fasse une rétrospective qu'elle ne fera jamais sur les cinéastes noirs américains. On va les chercher. Voilà. Donc on fait le boulot, mais sous l'angle histoire du cinéma. Voilà. Donc on a cette mission et on vit avec notre temps. On est sur Internet. Et donc ce numéro, pour le coup, la création vidéo, c'était aussi l'occasion de le faire. Ça n'a pas marché. Parce que aussi notre lectorat n'était pas forcément prêt à ça, et le lectorat plus Internet n'a pas pris au sérieux les cahiers sur ce domaine. Donc il y a aussi qu'on est pris entre deux feux, parce que tout d'un coup, les cahiers, on a une telle image de cinéphilie pure et dure, que quand on va ailleurs, alors que même notre tempérament, pourtant, c'est d'aller partout. En fait. Et c'était le tempérament de Bazin, et on a le même, c'est-à-dire qu'on va partout. On est anti-spécialité, il n'y a aucun spécialiste chez nous. Il y a des sensibilités. Par exemple, si toi, tu es super sur l'Amérique du Sud parce que tu adores ça et que tu vas voir tous les films, c'est génial, mais en même temps, tu peux écrire sur n'importe quel autre film. Voilà. On est comme ça, on est anti-spécialité. Bon. Donc nous, notre tempérament, c'est au contraire d'aller voir les séries, d'aller voir Internet, d'aller voir partout. Mais on n'est pas forcément pris au sérieux quand on le fait, parce qu'il y a des a priori très forts sur nous, parce qu'on est cinéphile. Et puis, il y a aussi que on pense depuis la pensée du cinéma, réellement. On vient, on n'est pas tout jeune, hein, on a baigné dans le cinéma depuis je ne sais pas combien de temps, et c'est ce qu'on aime. C'est pour ça qu'on dit pourquoi le cinéma, c'est une affirmation. Le cinéma, voilà, parce qu'on vient de là, et c'est depuis ce point de vue qu'on va ailleurs. On sait d'où on vient, en fait. On n'oublie pas qu'on vient du cinéma. Venir du cinéma, ça veut dire qu'on a été formé par la pensée du cinéma. On a aimé les films parce qu'on y trouvait, c'est ce qu'on raconte dans le numéro, voilà, on y trouvait du montage, on y trouvait de la mise en scène. Voilà. Aujourd'hui, quand on regarde une série télé, le montage, je suis désolé, c'est du découpage. Sauf exception, mais c'est du découpage, c'est pas du montage, il faut arrêter. Alors, on peut s'émerveiller devant les séries, mais bon, si on n'aime pas, si on s'intéresse au storytelling, ok, ça marche. Mais si on attend autre chose de l'audiovisuel, on va dire, comme on dit aujourd'hui, si on attend autre chose des images animées, on peut rester sur sa fin. Twin Peaks, là, effectivement, il y a du montage. C'est de la folie sur le montage. Donc tout d'un coup, on est intéressé. Et puis on est même passionné, et on fait 3 numéros sur Twin Peaks. Et donc, si Refn est en train de faire une série télé, il va essayer de rivaliser avec Lynch, il va peut-être faire un truc génial. De nouveau, on fera peut-être une couverture sur une série. Parce que le cinéma, ces cinéastes-là sont allés ailleurs. Ils sont allés faire leurs films dans d'autres systèmes de production et les ont montrés ailleurs, là où aussi on leur donnait à la fois de l'argent, parce que ils vont là où est l'argent. En ce moment, l'argent est dans les séries télé, donc ils y vont. Et puis aussi, ça leur permet d'expérimenter la durée, quoi. C'est quelque chose d'exceptionnel pour un cinéaste. Bon. Après, c'est pas forcément un cinéaste déjà existant qui va faire des bonnes séries. Ça peut être quelqu'un qui n'a jamais fait de film avant et puis qui commence juste par les séries et peut-être qu'il fera une très bonne série. C'est pas un a priori. On n'est pas en train de se dire on aime que les séries réalisées par des cinéastes qu'on aime déjà. C'est pas ça l'idée. Mais c'est vrai que nous, on a nos outils de pensée, c'est le montage, la mise en scène, comme on le dit. Voilà. Si on ne trouve pas ça dans une série télé, on va pas s'y retrouver. Après, on peut trouver autre chose. On peut s'intéresser, par exemple, ce que je dis au storytelling, très bien. Mais ça ne trouvera pas, là, pour le coup, forcément, sa place dans les cahiers du cinéma.
c'est autre chose. On peut s'intéresser pour des raisons sociologiques à une série télé, moi je peux comprendre, hein, voilà. Mais voilà. Donc, comment dire, on va voir partout, mais on n'oublie pas, on n'oublie jamais, c'est pour ça qu'on fait ce numéro, qu'on vient du cinéma. Voilà. Et qu'on pense avec ces outils du cinéma, et on veut les transmettre, ces outils, parce que c'est ce qu'on aime, et puis c'est aussi parce que ça a créé de telles émotions dans l'histoire du siècle. Le cinéma, c'est l'art du siècle, du XXe siècle. Oui, pardon. Voilà, qu'on ne veut pas que ce soit oublié. Par exemple, hier soir, j'ai revu Allemagne né zéro pour préparer notre... je n'avais pas vu depuis longtemps. C'est inouï, quoi. C'est hallucinant comme film. Il n'y a que le cinéma, pour le coup, là, qui a permis ça. Enfin, c'est de la folie. Jamais une série télé, pour l'instant, à part Twin Peaks en même temps. Hein. Il y a eu Twin Peaks. Donc, pour le coup, c'est l'occasion d'un... On va voir si c'est exactement comme sur la 3D. On va voir si la télé va comprendre l'événement Twin Peaks. Refn, ça c'est sûr qu'il a compris et il va faire un truc étonnant. On va voir si le Netflix ou voilà, ces gens-là vont comprendre ce que c'est. À mon avis, non, parce que ça n'a pas marché, Twin Peaks. Nous, on s'excite tous en France sur Twin Peaks, mais les Américains, ils n'en ont rien à faire. Hein. C'est des chiffres ridicules en termes d'audience. Hein. C'est juste du prestige, parce qu'il y a Lynch derrière, c'est tout. Mais de la même manière que la 3D, ça a été un coup dans l'eau, un coup d'épée dans l'eau, Twin Peaks, ce sera peut-être ça. Mais c'est une occasion pour que le cinéma débarque totalement à la télé. Et là, à ce moment-là, on va regarder toutes les séries du monde. Mais pour l'instant, c'est pas comme ça que ça se passe. Oui, mais The Wire, on a fait je sais pas combien de pages sur The Wire, mais ça date maintenant, c'est 2010. Voilà, on l'a accueilli ça. The Wire, Mad Men, Breaking Bad, on l'a fait en 2010. Sauf qu'aujourd'hui, on ne trouve pas les équivalents. Donc c'est pour ça que vous faites des petites pages sur une série. Bah oui, parce qu'en fait, on n'adore pas ce qu'on voit. Voilà, ça correspond juste à ça. C'est pas un a priori de se dire les séries n'auront qu'une demi-page. Non. Si on trouve des choses bien, on le dira longuement. On va y voir en tout cas. Attends, parce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions aussi, parce que si on part comme ça... Excuse-moi. Bon, bonsoir, merci aussi d'être venu chez nous à Toulouse. Ce matin, j'ai écouté une émission, il y avait Isabelle Giordano qui était invitée à France Inter, qui parlait d'Unifrance, bien sûr, et elle parlait justement de l'autre façon de voir des films, la film par la télé, par Internet, et elle disait justement que tout le monde ne pouvait pas voir les films, on n'était pas à égalité dans les territoires, comme on dirait maintenant, pour voir des films, notamment les petites villes de province. Je ne parle pas, bien sûr, elle faisait aussi cette distinction entre Paris, les grosses métropoles qui sont équipées, cinéma d'art et d'essai, et donc diffusion un petit peu de cinéma un petit peu plus autre chose que le cinéma commercial, entre guillemets. Et donc, elle disait, bon, c'est vrai, moi, pour avoir habité dans l'Aude, par exemple à Narbonne, pour citer cette ville, il y a le théâtre qui fait des films d'auteur, mais très peu, qui n'est pas ouvert tout le temps. Mais autrement, il n'y a qu'un CGR et qui diffuse uniquement que des blockbusters et que les films qu'on voit à grand succès, disons. Enfin, je ne sais pas si ça veut dire grand-chose, mais au moins qui récoltent beaucoup de spectateurs. Et moi, je trouve que cette idée, quand même, malgré tout, de plus en plus, il y aura une diffusion quand même par d'autres moyens que le cinéma en salle, quoi. Bon, moi, ce que je regrette, parce que moi, je pense que pour moi, le cinéma, c'est d'abord un écran, mais c'est vrai que je suis peut-être un petit peu d'une autre génération.
Et elle disait ça, et elle disait qu'il ne fallait pas opposer les deux, bien sûr, comme vous dites. Je partage absolument tout ce que vous avez dit hein, sur la manière de diffusion. Mais c'est vrai que dans certains endroits, je crois qu'il ne faut pas oublier ça. Je pense que vous habitez sûrement dans la capitale, enfin vous résidez tout au moins dans la capitale. Et je pense qu'il y a ça, quoi. Il y a des gens qui ne voient pas le cinéma. Enfin, ils voient le cinéma à la télé, ou par les moyens Internet, mais qui ne vont pas. On ne fait pas forcément 30 ou 40 kilomètres en Auvergne ou dans les Corbières ou dans certains endroits qui sont difficiles d'accès et où on n'a pas la possibilité de voir des films intéressants, entre guillemets, je veux dire, avec une certaine qualité, quoi. Et elle expliquait ça. Bon, après, moi, je ne sais pas, je ne défends pas Giordano, hein, mais c'était intéressant. Et voilà, donc ça va dans ce sens. La deuxième chose, c'est qu'il se trouve que c'est dans la même matinée, j'ai reçu, je suis abonné au 1 de Photorino, et il défendait la même idée que vous, et enfin la même idée d'ailleurs, il y a un encart dans le 1, et qui disait moi je considère ma maison de presse, enfin ma revue, comme une maison sur pilotis. Et c'est vous, les lecteurs, qui sont les piliers de la maison. Ils ne font pas de pub non plus, hein, je crois. Et moi je partage absolument ça, et je suis absolument d'accord sur en fait le partage complètement un peu une angoisse quelque part pour la presse, quoi. Et puis surtout pour des gens comme vous, quoi, pour des gens comme les petites revues, les gens qui tiennent avec leurs lecteurs, quoi. Bon, et ça c'est important, quoi. Voilà. Une question là-bas, du coup, parce que je crois que je reviens à toi après. Oui. Je crois que tu m'avais. Pardon, parce que là, tout le monde, il y a plein de questions, mais il est 8h25. Il faut garder encore un petit quart d'heure. Moi, ça va, il y a une séance à 9h, on va se garder peut-être un quart d'heure, le temps de descendre et pour remonter pour Jeannette. Mais enfin voilà, on va pas pouvoir, tout le monde ne va pas pouvoir poser sa question peut-être. Vas-y, Jean-Marc. Ouais, j'essaie de faire très bref. Est-ce que l'idéal du geste critique, c'est, parce que vous parliez du mystère du film, c'est d'arriver donc à déchiffrer ce mystère? Est-ce que c'est ça que Bazin avait en tête? Enfin, quand on le relit, il y a quand même... Enfin, en tous les cas, le mystère du cinéma. Et est-ce que pour vous aussi, le mystère du cinéma ouvre sur des mystères plus vastes encore? Là, ça raccorde vraiment avec Almagnani Zéro, parce que c'est mystère, c'est le mot qu'il emploie pour parler du visage de l'enfant dans Almagnani Zéro. Voilà. Bazin, ouais. Oui, Bazin. Parce que ce que Bazin aime, c'est que les choses ne soient pas signifiées ou sursignifiées. Voilà. Et le visage du petit Edmund est indéchiffrable. Donc il est un mystère. C'est vraiment le mot qu'il emploie. Donc ça résonne tout à fait avec la séance de demain. Alors déchiffrer le mystère, moi je pense... Je ne sais pas si on peut déchiffrer un mystère en fait, mais en tout cas ce que je crois, c'est que écrire pour essayer de comprendre ce qu'on a... j'ai envie de dire, pour essayer de comprendre ce qu'on a compris, enfin ce qu'on a vu, ne peut pas abîmer un mystère, en tout cas, ne peut pas abîmer. L'idée comme quoi l'analyse tue la beauté, voilà ce genre de discours, je trouve ça vraiment, j'ai envie de dire réactionnaire en fait. Pour moi non, l'intelligence elle va avec, et plus on creuse pour essayer de comprendre, et plus c'est beau. Voilà. Mais c'est pas pour autant qu'on va épuiser le mystère. Le mystère il reste pour les images fortes, les images fondatrices. Oui, non, vous avez raison, déchiffrer. Oui, absolument. Ouais. Oui, de la beauté au mystère, voilà. Et le déchiffrement, il peut aussi se déplier dans le temps, parce qu'on peut aussi, avec le temps, comprendre
une émotion qu'on a eue au cinéma. Parfois plusieurs années après. Ça c'est quelque chose d'étonnant. En écrivant dessus, ou pas. Hein, donc ça, je pense vraiment profondément à la puissance de ces émotions qui sont ancrées en nous. Et un autre mystère, pour moi, enfin en tout cas dans le texte tel que le texte que j'ai publié dans le numéro, il y a quelque chose qui a à voir vraiment avec l'existence, avec, j'ai envie de dire, quelque chose de métaphysique dans l'expérience du film. Voilà. Moi, ça me semble clair que les grandes émotions, pour moi, elles font vaciller quelque chose en moi de l'humain. Voilà. Ça dépasse juste, comment dire, ça dépasse l'émotion. En même temps, j'ai pas envie de dire ça dépasse l'émotion du film parce que ça n'a pas de sens de parler comme ça, mais en tout cas, oui, le mystère. Vous disiez le mystère, ça dépasse le mystère du film, on va dire. Donc c'est le mystère qui comment dire, c'est pas évident d'exprimer ça en fait, mais oui. Oui. En tout cas, je le fais là, par exemple, dans ce texte où je parle clairement d'expérience existentielle, en fait, de la projection, enfin de la réception du film. Voilà. C'est pour ça que j'allais dire ça dépasse l'émotion esthétique, mais c'est pour ça que je me suis arrêté, parce que ça fait partie de l'émotion esthétique pour moi. Que ça nous interroge, nous, en tant qu'humains, profondément. Et je pense que les images les plus fortes, c'est quelque chose qui touche à la vie, mais plus encore à quelque chose j'ai envie de dire, de métaphysique, qui fait vaciller dans notre esprit. Je pense que quand on est dans une salle de cinéma, ou même quand on voit un film chez soi, on n'est pas soi-même, en fait. Je pense que la conscience et l'inconscient se mélangent. Par exemple, Raymond Bellour, que vous aviez invité, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans, parle d'hypnose pour nommer cette relation particulière du spectateur au film. Je sais pas, moi, si j'emploierais ce mot, parce que ça me semble autre chose, l'hypnose. C'est pas un mot qui me vient, mais en tout cas, on est interrogé beaucoup plus profondément qu'on veut nous le faire croire aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, j'ai de la méfiance par rapport aux séries, par exemple, parce que c'est pas du tout ce genre de spectateur qui est créé par les séries, par exemple. Les séries peuvent, sauf exception, Twin Peaks ou The Wire, on peut pouvoir faire autre chose, par exemple, en même temps quand on regarde une série, on peut pouvoir discuter, on peut pouvoir en discuter après avec d'autres gens. Enfin, il y a quelque chose de social qui se crée autour de la série, qui est différent de ce qui se passe au cinéma, à mon sens. Voilà. Qui appelle un autre type de spectateur, un spectateur qui dépasse l'individu. Je pense qu'on est dans un état presque impersonnel quand on est au cinéma, et qu'on fait jouer en nous des idées, des images, une mémoire qui nous dépasse, en fait. Et c'est pour ça que nous, on écrit pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. Voilà. Donc oui, le mystère dépasse, comme vous le disiez, ça dépasse le film. Parce qu'en fait, il est dans la tête du spectateur. En fait. Et je pense que c'est pas assez mis en valeur, ça. On ne s'interroge pas assez sur ce qui se passe dans la tête du spectateur. C'est quelque chose de très profond. Et que nous, on le fait même on est timide, même nous, c'est vrai, on est même pudique par rapport à ça. Parce que, voilà, on parle du film et tout, et on a du mal à accueillir, en fait, nos pensées. Et c'est aussi à cause d'une tradition universitaire, d'une tradition aussi scientifique, où on veut faire croire à l'objectivité des choses. C'est-à-dire que l'objectivité du film, le film est un objet qui est devant nous. Nous, on doit être objectif, dire ce que le film est en vrai. Enfin,
des aberrations. Je veux dire, on est juste des spectateurs, chacun voit un film à sa manière. Et c'est beaucoup plus intéressant de s'interroger sur ce qui se passe dans sa tête que de s'interroger sur objectivement ce que c'est que le film. Moi, ça, c'est des choses qui pouvaient m'intéresser quand j'étais plus jeune, mais plus ça va, et plus je me dis, mais non, mais pourquoi je passe mon temps au cinéma ou à voir des films? C'est que vraiment, c'est une expérience différente, quoi. C'est pas juste que j'aime ça, c'est que c'est un truc quand même bizarre, quoi. C'est quand même, non, mais c'est existentiel. Enfin, c'est réellement. Je pense vraiment que nous cinéphiles, nous au Cahier, il y a un problème, quoi. Je veux dire, on est quand même à voir des films tout le temps, et c'est pas une addiction. C'est pas l'addiction, genre, on est. Ce qu'essaye de faire Netflix, par exemple, d'addiction aux séries ou d'addiction, etc. C'est pas ça, c'est autre chose. C'est que on se retrouve, mais on se retrouve en tant qu'on n'est pas que nous-mêmes, en fait. Je pense que dans le recueillement de la séance, c'est comme une séance. Pour le coup, c'est proche de la psychanalyse. Là, on retrouve Bélour. Dans le temps de la séance, face au film, on se donne totalement et on se retrouve pleinement. Et on voyage en nous, en fait. Enfin, c'est vrai que c'est une expérience qui va au-delà. C'est pour ça que votre question est excellente, en fait. Parce que, non, mais c'est vrai, parce que voilà. Non, mais on est au cœur du cœur, en fait. Ah oui, Ah oui. Non. Oui. Non, mais voilà. Le terme de mystère, c'est un terme qui revient très souvent dans la bouche de David Lynch, dans l'entretien qui nous a accordé. Et alors après, on dira, vous défendez le mystère, vous êtes mystique, mais c'est pas une question d'être mystique non plus. Non, mais on est dans une époque tellement rationaliste qu'évidemment, il y a tout de suite une méfiance des mystiques. Mais le problème des rationalistes, c'est que c'est eux les mystiques, en fait. C'est eux qui créent une mystique, je sais pas, de la raison, de la technologie, etc. Et soi-disant, ils refusent les émotions, mais en fait, il y a un gros refoulé d'émotions qui leur tombe dessus. Ils s'en rendent même pas compte. Bon. Donc, c'est pour ça que je défends, moi, l'idée de sensibilité pour anti-rationaliste, en fait. Et effectivement, comme le dit Nicolas, la rencontre avec Lynch en décembre a été très importante parce qu'il nous a accordé un très long entretien. On avait adoré la série Twin Peaks. Et il a été, comment dire, je sais pas pour ceux qui ont lu l'entretien, mais c'était quand même une expérience particulière parce qu'il lâche presque rien sur ce qu'il fait, mais en même temps, les mots qu'il emploie ont tous un poids. Et ils sont dits. Ils sont dits parce qu'ils sont pensés. Et l'entretien, c'est comme un art poétique. Voilà. Mais c'est vrai que ça nous nourrit et que lui fasse ça à la télé, c'est une chance inouïe pour tout le monde, en fait, pour le cinéma, pour la télé. C'est une grande chance. Après, est-ce que les producteurs, les distributeurs, les programmateurs vont en tirer les conséquences? Est-ce que les artistes eux-mêmes vont oser continuer ce qu'il a fait? Ça, c'est une autre question, quoi. Donc bonsoir. Je reviens un peu au début en fait de la rencontre. Vous disiez que les Cahiers du cinéma défendaient pas une ligne, mais une certaine idée du cinéma. On l'a un peu traversé, je pense, au cours de cette heure et demie. Mais est-ce que vous pourriez quand même synthétiser un peu l'idée du cinéma en fait que vous défendez? Qu'est-ce que le cinéma? Nicolas? Dans le numéro, on a, plutôt que de principes, enfin on a parlé de points cardinaux. Je ne sais pas si vous avez vu le numéro, mais qu'on a listé, montage, mise en scène, réalisme justement, émotion, pensée, tout ce qui nous semblait être oui, les boussoles en fait du cinéma. J'ai pas envie de dire, voilà, je peux pas en une phrase dire ce qu'est le cinéma, mais chaque rédacteur a écrit sur un morceau de ce qu'est le cinéma pour nous. Voilà. Donc cette totalité qui est le cinéma, on a essayé de la reproduire comme totalité dans la revue avec des morceaux. Donc c'est montage, mise en scène, réalisme, émotion, pensée.
égalité. Égalité, c'est un terme de Bazin. Ce qui est important, je pense, à penser, c'est qu'on n'est pas des formalistes qui aiment la forme pour la forme ou l'art pour l'art. Pour schématiser, hein, j'aurais envie de dire que le cinéma, un film, c'est la proposition d'un monde, et à nous, spectateurs, de dire si on a envie de l'habiter ou pas. Et c'est pour ça que des questions de morale ou d'éthique qui étaient très importantes aux yeux de Bazin, on a parlé de montage interdit, ou d'années avec le travelling de Capot, c'est des questions qui me semblent très importantes, d'autant plus aujourd'hui qu'elles me semblent un peu évacuées par la critique en général qui a plus trop envie de se coltiner ces questions-là, alors qu'il me semble que pour nous, c'est quand même des questions absolument primordiales. Et c'est pour ça que des fois, si on est un peu exigeant avec certains films, ou même très dur, c'est parce qu'ils se permettent juste de faire des gestes de cinéma, de montrer l'homme de telle manière qui est pour nous inacceptable. C'est-à-dire que certains cinéastes n'ont pas le droit de filmer certaines situations comme ils le font. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que... Voilà, j'aime bien cette idée d'un monde, d'une proposition de monde à habiter. Enfin, les œuvres de Serge Janet ça s'appelle La Maison Cinéma et le Monde, et je trouve ça très beau. Oui, bon, non, c'est juste une petite question, c'est la dernière pour finir. J'aimerais savoir ce que vous pensez de la sélection des Césars. C'est ce soir les Césars, non? C'est ça? Ah oui. Oui. Et quel est votre pronostic? Non, mais si, il y a des gens qu'on a défendus qui sont sélectionnés, donc on espère qu'ils vont remporter la petite statuette, mais je sais même pas ce que c'est en fait les films. Non, si, c'est Au revoir là-haut, c'est ça? Nous, les films qu'on a aimés sont pas forcément sélectionnés, en effet, mais sauf pour les premiers films. Il y a Grave de Julia Ducournau ou Jeune femme de Léonore Serrail qui sont nommés pour les meilleurs premiers films, donc ça c'est une bonne nouvelle. C'est 2 films de jeunes réalisatrices qui sont très bien et qu'on a défendus. Mais pour les autres catégories, c'est un peu voilà, les professionnels de la profession comme d'habitude, et il y a même un prix du public, un prix du film qui a eu le plus d'entrées. Voilà, donc un prix bien démago. On sait ce que c'est, on le connaît. Oui. Oui, si, pour la première fois, il y a le César du film qui a eu le plus d'entrées en France. Je crois. Voilà. Une invention mondiale, hein, je veux dire, il n'y a pas ça aux Oscars, il n'y a pas ça, je sais pas où. Non, la France invente ce nouveau prix, c'est extraordinaire. Mais cela dit, oui, j'étais content de voir que même Laetitia Doche, elle est nommée par exemple comme meilleur espoir. Donc voilà, ces 2 films-là sont représentés, Jeune femme et Grave. Donc espérons qu'ils gagnent ce soir. Enfin, en même temps, ils sont dans la même catégorie, ils ne peuvent pas gagner tous les 2. Ça n'a pas de chance. Mais sinon, c'est vrai que pour nous, le meilleur film français de l'année, c'était Jeannette. Mais c'était un film fait pour la télé. Voilà, on va le projeter tout à l'heure. Voilà, donc ça va faire une magnifique transition. C'est notre César à nous, exactement. Voilà, c'est ça. Bon, merci. Magnifique transition, Franck. Sur ce, on va arrêter là. Merci, le César merci beaucoup du meilleur parce film. qu'on aurait pu continuer. Hein.